happy to share that paper with anyone. It has further links and references that may be useful. Feel free to contact me for a copy. Thank you. Please write down all the questions right now for Dr. Opperman. We will have the Q&A at the end of the session. And now I would like to invite the second speaker. Our second speaker is Florent Schapper. Florent Schapper is an engineer in charge of the Gender Equality, Health and Working Conditions project at the National Agency of the Improvement of Working Conditions in France. In her agency, Ms. Schapper aims to integrate the question of gender inequality in different work situations to improve occupational health and professional equality. She oversees the Gender Health Equality Action in France Occupational Health Plan. Her scope also includes the impact of digital, ecological, and societal transitions on working conditions. Today, Ms. Schapper will lead in putting a gender glasses on us when looking at the impact of climate change on occupational health equality. Please. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'introduction. Ce que je vais vous présenter a fait l'objet d'une communication à la CELF, qui est le congrès d'ergonomie de langue française qui a eu lieu en octobre dernier. Alors, donc pour appuyer, alors, je fais ça, voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin de présenter donc l'ANACT, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Vous m'entendez? C'est bon? OK. Alors, l'ANACT, qui est un établissement paritaire, tripartite, travaille sur les questions d'égalité en santé au travail depuis une quinzaine d'années. Et dans son dernier contrat d'objectifs et de performance, elle a décidé d'introduire la question des femmes et des hommes dans tous les sujets majeurs de conditions de travail, dont celui des transitions numériques et écologiques. Par ailleurs, l'ANACT pilote le volet santé des femmes et des hommes du plan santé au travail numéro 4, là aussi bâti en concertation avec les partenaires sociaux. Alors, notre approche, chausser les lunettes du genre, c'est quoi? C'est effectivement une approche différenciée femmes-hommes dans l'analyse des situations de travail, parce qu'on a constaté que le travail, même le même métier, n'impacte pas de la même manière les femmes et les hommes, compte tenu de différences biologiques ou compte tenu de différences sociales. Mais en termes de prévention, notre approche est universelle, à savoir le but, c'est de développer des organisations de travail, des dispositifs de prévention qui améliorent la santé au travail de toutes et tous. Donc, notre devise, ça serait un peu adapter le travail à l'homme, ça c'est la devise des ergonomes, à l'homme et à la femme, pour prendre en compte à la fois la réalité du travail des femmes et des hommes, hein, ils ne sont pas dans les mêmes métiers, dans les mêmes parcours, mais aussi les spécificités des femmes et des hommes, par exemple en matière de santé reproductive, les problématiques de santé publique ne sont pas les mêmes. C'est donc une approche à la fois selon le genre et selon le sexe. Alors pour cela, nous intervenons dans les entreprises à partir d'un petit modèle que nous avons construit et expérimenté pour comprendre pourquoi il y a des différences dans les indicateurs de santé des femmes et des hommes. Pourquoi, par exemple, les femmes ont de plus en plus d'accidents de travail en France, les hommes de moins en moins, même si les hommes restent plus accidentés. Pourquoi il y a un surabsentéisme des femmes, et ça n'est pas lié aux enfants, mais lié aux contraintes de travail. Et ce petit modèle analyse 4 grands déterminants qui expliquent les écarts de santé au travail entre les femmes et les hommes. Le premier, il est relatif à l'organisation et à la répartition des activités. Les femmes et les hommes ne sont pas dans les mêmes métiers. Le deuxième est relatif aux conditions de travail. Il y a une invisibilité des risques
des emplois occupés par les femmes, aussi bien dans les métiers à prédominance féminine que masculine. Au niveau des parcours, les parcours des femmes et des hommes, c'est plus connu, ne sont pas les mêmes, et particulièrement les parcours des femmes sont usants parce qu'elles rentrent dans des métiers et souvent évoluent très peu au niveau de leur carrière. Le dernier point concerne le cumul des activités vie professionnelle, vie familiale. Alors, les travaux que nous avons menés et d'autres, par exemple l'INRS ici présent, ont contribué avec des tas d'autres travaux de recherche à un rapport que je vous recommande sur le sujet, qui vient d'être produit par le Sénat en France, qui est un rapport sur la santé au travail des femmes et qui effectivement formule un certain nombre de préconisations pour prendre en compte cet angle mort des politiques de santé au travail. Notamment, une des premières recommandations, c'est de produire des données sexuées en santé au travail, mais aussi, par exemple, d'adapter les mesures de prévention primaire, secondaire aux conditions de travail des femmes. Alors, pour le sujet qui nous intéresse, qui est de croiser crise climatique, transition écologique et transformation du travail et genre, effectivement, c'est un sujet que nous avons commencé à investiguer depuis la pandémie, hein, qui a été une révélateur des inégalités de conditions de travail, les métiers essentiels dont on a reconnu la pénibilité, dont un certain nombre étaient occupés par des femmes, les métiers de soignants, les métiers de nettoyage, mais également les conditions de télétravail qui ont montré que les femmes et les hommes n'étaient pas égaux, égales face à ce sujet-là. C'est depuis une petite dizaine d'années qu'un certain nombre de chercheurs ont commencé à conceptualiser, si je puis dire, la question des transitions et des inégalités, avec effectivement un risque de creusement des inégalités de conditions de travail, notamment entre les femmes et les hommes. D'une part, parce que ces inégalités existent aujourd'hui dans les milieux de travail, aussi bien les inégalités d'exposition aux risques, alors je vais prendre spécifiquement numériques ou environnementaux, mais aussi les inégalités d'impact des activités. Mais c'est aussi les inégalités face aux politiques de transition. Et on voit bien en France que des politiques par exemple, de télétravail apparemment neutres créent des effets différenciés sur la santé des femmes et des hommes. Donc, on reprend cette question liée à la transition juste. Dans quelle mesure prendre en compte le genre peut permettre de penser une évolution des activités de la prévention et de la prévention qui, par exemple, diminue la division du travail ou bien atténue les effets de pénibilité ou encore revalorise les activités des métiers à prédominance féminine. Alors pour cela, nous avons formulé un certain nombre d'hypothèses qui reprennent les 4 grands axes. Sur le plan de la division sexuée du travail, nous nous posons la question suivante. Est-ce que la transition écologique, nous on utilise plutôt le terme d'écologique que de verte, va-t-elle réduire ou pas la division du travail entre les femmes et les hommes? L'exposé précédent de mesdames Bertonnet et Clos a montré que non, plutôt ça l'a renforcé. Comment va s'organiser la rotation entre les postes occupés par les femmes et par les hommes? Est-ce qu'il y aura rajout ou pas ou suppression de tâches dans les emplois à prédominance féminine ou masculine? Au niveau de la pénibilité, des conditions de travail, cette transition va-t-elle renforcer ou diminuer l'intensité du travail, la charge du travail entre les femmes et les hommes? Est-ce qu'elle va limiter ou augmenter ces risques et pénibilités? On voit que, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, où il y a moins d'intrants, moins de machines, plus de travail manuel, plus d'activités de désherbage, plus d'activités de tri. Donc, se pose la question, à qui revient ce travail? Est-ce aux femmes, aux jeunes, aux personnes issues de l'immigration? Quelle va être aussi la répartition des efforts de sobriété, par exemple en termes de limitation de la consommation énergétique sur les lieux de travail? Sur le troisième axe qui concerne le parcours, est-ce que les politiques de transition écologique vont permettre de valoriser ou au contraire de continuer à dénigrer les activités à prédominance féminine qui sont souvent des activités de soins, soins à autrui ou soins désormais à l'environnement? Comment les parcours des femmes et des hommes vont-ils évoluer?
Et puis, le même type de question se pose sur la question des temps de travail et de l'équilibre des temps. Comment la transition écologique va faire évoluer la durée du travail, les horaires, les pauses, comment elle va transformer l'équilibre des temps pour les femmes et pour les hommes, et cette fameuse porosité entre le travail et le hors-travail. Alors, quand on regarde en fait les données auxquelles on a pu accéder en France, enfin en France ou plus largement, on s'aperçoit qu'on a très peu de données sexo-spécifiques. Je vais aller un petit peu rapidement. On a le rapport de l'OMS dès 2016 qui alerte sur le fait que la vulnérabilité aux canicules varie selon l'âge, mais aussi d'autres facteurs. On a un rapport de l'ANSES qui explique qu'il va y avoir une augmentation des risques professionnels, comme ça nous a été dit juste précédemment, notamment les risques biologiques, mais on sait que les femmes sont surexposées aux risques biologiques et également aux risques psychosociaux auxquels elles sont surexposées. Tout ça lié à la difficulté de travailler, de s'organiser, de coopérer, notamment lors des épisodes de canicule par de fortes chaleurs, générant plus de tensions. L'INRS avait, il y a quelques années, produit un document également sur travailler dans des ambiances chaudes ou froides en mentionnant les différences morphologiques et fonctionnelles, notamment hormonales, entre les femmes et les hommes, qui expliquaient qu'au froid ou au chaud, les mécanismes de production ou de dissipation de la chaleur entre les femmes et les hommes n'étaient pas les mêmes. C'est récemment, cette année, que les rapports du Conseil économique et social ont pointé le fait que les femmes étaient surexposées aux effets du changement climatique, entre autres les femmes enceintes, qu'elles étaient plus sujettes à des troubles anxieux, on parle de charge écologique, environnementale, planétaire, et qu'elles étaient surtout, ça a déjà été dit, trop peu impliquées dans l'élaboration de solutions, et qu'il fallait donc améliorer la visibilité sur l'impact différencié des effets du changement sur les femmes et les hommes. Et le dernier avis du CESE évoque effectivement le fait qu'il faut mettre en œuvre les dernières dispositions législatives qui visent à évaluer les risques professionnels en prenant en compte l'impact différencié à l'exposition en fonction du sexe, notamment en analysant les risques environnementaux. La dernière publication de France Stratégie mentionne toutefois sur 23 métiers les plus exposés à une température élevée, il manque un E, un seul à prédominance féminine qui sont les aides à domicile. Et on verra dans le projet que je vais rapidement vous présenter qu'il y a d'autres activités à prédominance féminine exposées à travailler avec de la chaleur quand il y aura des canicules. Du coup, les recommandations pour nous, c'est finalement à la fois de tenir compte des différences biologiques, notamment en période de chaleur et de canicule. Là, je fais un focus parce que ce n'est pas la seule manifestation du changement climatique. Tenir compte du métabolisme différencié des femmes et des hommes. Tenir compte aussi des différences de morphologie pour les équipements de protection. Et puis, de la question des moins 28 degrés pour les femmes enceintes. Sur le plan des différences sociales, tenir compte du fait que les métiers des femmes et des hommes ne sont pas les mêmes, qu'il y a aussi des exigences d'articulation des temps. Et quand on demande aux gens à travailler plus tôt le matin, plus tôt le soir, voire la nuit, ça pose des problèmes pour les parents qui ont des enfants. Il y a également un phénomène de surexposition des femmes aux violences sexistes et sexuelles, particulièrement qu'on observe en période de crise. Alors, sur le plan d'un projet que l'ANACT suit plus particulièrement, parce que nous avons un dispositif qui s'appelle La Fabrique, qui subventionne actuellement 16 projets dans le cadre d'un travail d'investigation sur transition écologique et transformation du travail. Ce projet-là particulièrement s'intitule Température extrême et prévention. Il concerne une ville et une agglomération de l'ouest de la France qui comporte 2000 emplois. Dans le cadre de ce projet, il démarre à l'été 2022 où on a eu une canicule importante et ces services de la ville ont eu beaucoup de mal à s'organiser, à réorganiser le travail pour faire face à la canicule. Du coup, il y a une demande du CHSCT, donc le comité hygiène, santé, sécurité et conditions de travail dans le secteur public, donc à mieux anticiper ces périodes de forte chaleur. Mais dans le même temps, à l'hiver 2022, donc il y a un an,
le gouvernement décide d'un plan de sobriété énergétique et exige à la fois des particuliers et des établissements de travail, de réduire les consommations d'énergie, de baisser la chaleur à 19 degrés, de supprimer l'eau chaude dans un certain nombre de sanitaires. Du coup, cette agglomération met en place une démarche pour évaluer et prévenir les risques professionnels induits par ces températures soit chaudes, soit froides sur la santé des agents, tout en essayant de veiller à préserver l'environnement. Mais vous pensez bien qu'une des premières mesures qui était proposée lors de la canicule, c'était mettre des climatiseurs. Donc, le but, c'était d'éviter cette maladaptation. Du coup, un projet classiquement en 3 étapes: identifier les mesures et les risques liés aux températures extrêmes. Il y a eu tout un diagnostic vague de chaleur 2022 en recueillant la parole des agents lors d'un retour d'expérience. Il y a eu la mobilisation d'agents dans le cadre du groupe de travail pour mettre en œuvre des actions de préconisation. Alors, le travail a pour le moment démarré. Ce qui est quand même intéressant, c'est que cette communauté d'agglomération a identifié, donc il y avait 15 services à prédominance féminine, j'ai gardé le rose pour indiquer la prédominance féminine, et que notamment les plus touchés par la chaleur étaient les crèches et les musées. Il y en avait aussi 9 à prédominance masculine, les plus touchés étant ceux liés à la gestion des déchetteries, notamment municipales, mais également la police municipale. Et donc, cette communauté d'agglomération a identifié 4 groupes de travail: comment adapter les bâtiments, donc essentiellement de l'isolation, éviter de mettre les climatiseurs, comment assurer des bonnes conditions d'accueil pour les publics, notamment se poser la question des horaires dans les musées, des bonnes conditions de travail pour les agents et comment adapter l'organisation de travail ou des services. Alors, pour le moment, on n'en est pas encore là. C'est des résultats très modestes. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est suite à l'été 2022, il y a eu immédiatement des demandes de casquettes comme équipement rafraîchissant, mais encore fallait-il les adapter à la taille de la tête des femmes et des hommes. Voilà, d'une manière générale, il y a une demande pour les hommes qui n'est pas la première de pouvoir adopter le Bermuda. Or, jusqu'ici, dans l'administration française, majoritairement, les hommes, à la limite, les femmes avaient droit au Bermuda, mais pas les hommes. Bon, ça, c'est anecdotique. Il y a eu surtout une demande de modification des horaires de travail, mais avec tout de suite un veto sur la question des horaires des crèches. Et puis, une autorisation de sortie du cadre légal des 2 jours de télétravail dans cette agglomération. Mais ça pose le problème de si on met tout le monde en télétravail. On sait, d'après les études, que statistiquement, les femmes ont de moins bonnes conditions de télétravail que les hommes. Ce qui s'est passé à l'été 2023, c'est qu'ils n'ont pas pu mettre toutes les mesures qu'ils avaient prévues, donc c'était d'autres, parce que dans cette ville-là, qui est sur le bord de l'Atlantique, il n'a pas fait très chaud. Il n'y a pas eu les vagues de canicule. En fait, elles ont eu lieu en septembre. Du coup, là, les résultats que je vous présente sont erronés. Ils attendent l'été 2024 pour pouvoir réellement expérimenter. Voilà, ce que nous leur avons conseillé, c'est de continuer à collecter des données en faisant une distinction selon les services à prédominance féminine et masculine, de suivre les indicateurs santé. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs accidents de travail qui étaient en fait des piqûres, mais des piqûres un peu graves, de frelons, d'insectes. L'un des intervenants ou l'une des intervenantes parlait des frelons. Et d'évaluer les risques professionnels, effectivement, en tenant compte des différences d'exposition des femmes et des hommes, soit à cause du fait qu'ils ne sont pas dans les mêmes métiers, soit à cause des différences de métabolisme, notamment à la chaleur. Alors, là où je vais conclure, et il nous semble, je suis là avec ma collègue Karine Babul qui m'accompagne de l'ANACT sur ce sujet transition, transformation du travail et genre. En tout cas, sur ce sujet-là, qu'il y a des sujets de recherche à investiguer. La question du métabolisme différencié des femmes et des hommes à la chaleur. Autant il y a eu déjà beaucoup d'études sur les différences de métabolisme au froid, avec une hypersensibilité reconnue de l'organisme féminin au froid, mais par contre, à la chaleur, il n'y a pas encore eu assez d'études. Là, c'est plutôt un appel au corps médical, disons, ici présent. Ensuite, nous, ce qu'on constate dans tous les projets que nous suivons
au niveau de cette fabrique des conditions de travail sur les 16 projets, c'est qu'il y a encore très, très peu de liens de fait par les employeurs et les partenaires sociaux sur crise climatique, transition écologique et impact sur les conditions de travail. Ça reste encore quelque chose de très secret, de pas assez documenté, de pas conceptualisé. Ensuite, nous recommandons bien sûr de faire cette analyse différenciée selon les femmes et selon les hommes. Et nous encourageons à réaliser des études. Alors, bien sûr, il y en a qui démarrent beaucoup, enfin, dans le secteur du bâtiment, de la construction, de l'éco-rénovation, avec notamment d'ailleurs des groupes de femmes qui s'investissent sur ce secteur professionnel. Il y a le secteur de l'agriculture. Il y a effectivement des secteurs où il fait déjà chaud, par exemple la boulangerie, les restaurants, dans les cuisines, mais aussi investir des secteurs comme la coiffure, les pressings, où il y a majoritairement des femmes, mais ne pas oublier, et on l'a bien vu dans cette communauté d'agglomération, les secteurs à prédominance féminine qui sont les écoles ou les crèches, faire la classe dans des préfabriqués à 30 ou 35 degrés, c'est très compliqué. Dans les hôpitaux, alors il y a par exemple un projet européen sur la résilience des systèmes de santé, notamment d'un certain nombre d'hôpitaux en Europe et la transformation du travail, mais il faut intensifier tout ça. Également dans les services à la personne, dans l'action sociale. Et par exemple, on a un autre projet qui est une fédération du travail social qui s'interroge sur l'évolution des métiers des professionnels dans toute une région parce que les vulnérabilités des usagers vont augmenter. J'invite les chercheurs ou chercheuses qui sont là à éventuellement soumissionner à une communication dans le cadre de l'IEA 2024 qui se déroulera en Corée mais aussi en visio. L'IEA, c'est l'International Ergonomic Association, voilà, qui investit et propose cette thématique dans le cadre d'un des axes de recherche avec des questionnements sur la continuité de service, le travail précaire, le travail collectif, mode d'organisation, horaires décalés, stratégie de genre. Et je termine alors pour, bon, peut-être pour rêver un peu, avec certains éléments que développent les approches écoféministes. Hein. C'est encore très, très marginal. Vous avez peut-être entendu parler de Vandana Shiva en Inde. Elle a, entre autres en France, mais certainement dans d'autres pays d'Europe, des relais, comme par exemple Geneviève Pruvot, qui a écrit tout un ouvrage sur féminisme, écologie et subsistance. Et finalement, cette réflexion sur repenser le travail, finalement, peut nous inspirer pour repenser le travail dans les milieux de travail. Là, c'est plutôt repenser le travail de subsistance. Mais finalement, il y a un certain nombre d'inspirations qui sont repenser ce travail dont l'objectif est pas avant tout de faire du profit, mais de prendre soin des personnes et de l'environnement. Un travail qui vise une productivité raisonnée, une sobriété, hein, ne pas faire plus que ce dont on a besoin. Un travail, et les écoféministes sont très attentives à la question, c'est souvent des femmes, à la question du partage de la pénibilité, hein, sweat equity. C'est un travail aussi collectif, plus interdépendant, aussi plus polyvalent, avec finalement beaucoup moins de division du travail. C'est quand même le taylorisme qui nous a amenés à la fin du 19e siècle à la taylorisation. Des modes d'organisation du travail beaucoup plus basés sur l'horizontalité que sur la hiérarchisation, bien sûr sur la participation. C'est déjà des choses que les syndicats portent depuis longtemps. Un travail qui valorise les activités à prédominance féminine, qui, en tout cas en France, ont toujours moins de valeur que les activités à prédominance masculine. Un travail basé sur le partage de savoir-faire et puis moins consommateur de temps pour en laisser plus pour le travail de subsistance. Un jour, peut-être dans 30 ans, nous-mêmes ou nos enfants, on passera plus de temps à faire nos repas, produire notre énergie, peut-être qu'à travailler dans le travail rémunéré. Voilà, là, c'est tout à fait, c'est la petite fleur pour nous faire un petit peu rêver. Et je vous remercie.
Thank you, Ms. Chappelle. That was very inspiring to hear the work that is being done in France. I will just move on to our last speaker, Mr. Alain Piet. He's a renowned European ergonomist and OSH prevention advisor at the Belgian Federal Ministry of Employment, Labor and Social Dialogue. He worked as an advisor for updating a comprehensive Belgian workplace legislation on occupational health and safety. He participated in expert and governmental groups concerning new European directives on work-related musculoskeletal disorders. He co-developed the occupational risk management strategy and collaborated to develop all sector-specific online interactive risk assessment OIRA tools. Today, Ms. Piet agreed to discuss Belgian regulations on workplace conditions and work reorganization in relation to extreme temperatures. Thank you. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci de l'invitation. Donc, j'étais prévenu un peu tard pour remplacer un orateur, donc j'ai fait beaucoup de dias. Parce qu'il fallait que 24 heures pour préparer les dias, donc j'ai fait beaucoup de dias. Donc, je ne vais pas tout présenter, parce qu'on est fin de journée, j'ai 20 minutes, et j'ai dit que je promis 20 minutes par rapport à ça. Et donc, je vais vous parler de la réglementation belge par rapport aux ambiances thermiques, aussi bien au froid qu'à la chaleur. On parlera d'inconfort thermique, mais surtout de contraintes thermiques par rapport à ça. Et donc, ma petite dia, la première dia, c'est vous montrer que quand on travaille dans un environnement, il y a de l'air autour du travailleur, qu'il y a des échanges thermiques qui se font autour du travailleur. Vous voyez un peu les échanges thermiques qui se passent. Et que quand le travailleur fait une activité de travail, il développe de l'énergie. Et c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Et cette énergie, on a une très mauvaise machine quelque part, parce que sur 100% de l'énergie qu'on va produire, seulement 10 ou 15% sert à faire l'activité de travail, à mettre des briques sur un mur, à marcher, à pousser une brouette par exemple, et 80% devient de la chaleur. Or, on est un corps qui doit rester à une température constante, à 37 degrés pratiquement, et donc si on n'évacue pas cette chaleur-là, on peut avoir une hyperthermie, et donc le mécanisme du corps pour pouvoir évacuer cette chaleur, c'est principalement en transpirant et en évaporant cette transpiration qu'on peut garder notre corps à température constante. Et donc, tous ces échanges thermiques, je ne vais pas les expliquer un par un, rassurez-vous, mais ça rentre dans des modèles mathématiques, dans des normes internationales. On a déjà cité la norme du WBGT, qui permet de mesurer la contrainte thermique. Il y a une norme PHS que je parlerai un tout petit peu à la fin si j'ai le temps. Il y a également des normes sur le confort ou l'inconfort thermique. Et donc, lorsque on doit évaluer les risques pour des ambiances thermiques de travail, que ce soit au froid ou à la chaleur, il n'y a pas que la température de l'air qui compte, mais comme on l'a déjà dit aussi, je pense avant, il y a différents paramètres climatiques qui interviennent, dont l'humidité de l'air, la vitesse, le rayonnement thermique, l'habillement, le fait qu'on est habillé plus ou moins chaudement, qu'on est plus ou moins isolé des échanges thermiques, et également la charge de travail. Et puis, on a 3 indices qu'on va retrouver. Un seul de la réglementation, c'est WBGT. Et après, à partir de ces indices de contrainte ou d'inconfort thermique, on va déterminer si la situation de travail est plutôt à contrainte d'hyperthermie, donc on va dépasser une température du corps de 38 degrés, ou bien on va être déshydraté, qu'on va perdre plus de 5% de son poids corporel, ou bien quand on est exposé au froid, on a de l'hypothermie, donc on a une température du corps plus basse par rapport à ça, ou bien, et c'est ce qui arrive en Belgique, en tout cas à l'heure actuelle, lorsqu'il n'y a pas de canicule, dans 95-99% des cas, les problèmes d'ambiance thermique en Belgique, c'est plutôt des problèmes d'inconfort thermique. C'est des problèmes qu'il faut peut-être gêner, irriter, qui vont créer d'autres problèmes, plus psychosociaux, j'ai envie de dire, mais qui ne vont pas entraîner des coups de chaleur par rapport à ça. Il faut savoir que le monde industriel a quand même changé en Belgique. Il y a de moins en moins de sidérurgie à chaud, par exemple, et donc il y a de plus en plus de travail tertiaire, où là, on est plutôt dans des bureaux. Et au niveau industriel, des fours, par exemple, à chaud, j'en ai connu il y a 30 ans, j'en connais de moins en moins pour le moment. Et donc, il y a plus de problèmes d'inconfort thermique que de contraintes thermiques. Et donc, tout ça montre que c'est assez complexe de calculer ces échanges thermiques, alors que la demande des entreprises est très simple. À quelle température j'ai droit à quelle pause et à quelle température j'ai droit à quelle boisson et qui paye la boisson. Ça, c'est très simple, les demandes au niveau des entreprises. Et on a beau dire que ce n'est pas aussi simple que ça, que ce n'est pas que de la température, il faut répéter et répéter. Alors, comment est-ce qu'on a traduit ça dans la réglementation belge? D'abord,
les 6 paramètres, il faut bien expliquer ce qu'on entend par les 6 paramètres climatiques. Donc, il y a des appareils qui permettent de mesurer ça assez facilement par rapport à ça. Il y a des tables qui permettent de calculer l'isolement du vêtement par rapport aux échanges thermiques. Et le paramètre peut-être le plus difficile à interpréter, c'est la charge de travail, donc le métabolisme de travail, l'énergie qu'on va te fournir. Et dans la réglementation, on a été très simple par rapport à cette charge de travail. On ne parle pas de joules, de watts, de calories. On parle des qualificatifs à travail léger, à travail moyen, à travail lourd, à travail très lourd. Et plus le travail est lourd, plus on va produire de l'énergie. Et comme on produit de l'énergie, 80% de l'énergie devient de la chaleur qu'il faut évacuer. Alors, on doit être attentif que ces qualificatifs légers, moyen lourd, très lourd parlent uniquement de la charge de travail physique, naturellement, pas de la charge de travail mentale, cognitif, psychosocial, que parfois des conseils de prévention disent que vous avez un travail léger, et ça peut frustrer ou blesser ou vexer les travailleurs qui ont une charge mentale de travail peut-être très élevée par rapport à ça. Donc, on est bien dans une charge de travail physique, et les qualificatifs sont pour un travail de 8 heures. Dans l'exemple du tableau ici, on va dire monter les escaliers, ça paraît anodin, mais si vous montez les escaliers pendant 8 heures, vous verrez que c'est très lourd de monter les escaliers pendant 8 heures. Donc les qualificatifs, on résume fortement les qualificatifs ici avec 4 qualificatifs, mais il faut vraiment l'interpréter correctement. C'est pour un travail de 8 heures, pour un travail physique par rapport à ça. Alors, le premier indice que je vais vous présenter, c'est l'indice de confort ou d'inconfort thermique. En fait, ils sont deux, ce qu'on appelle le PMV-PPD, le vote moyen prédit ou le pourcentage de personnes insatisfaites. Et donc, on a un modèle mathématique dans une norme qui, sur base des 6 paramètres que j'ai présentés tout à l'heure, enfin, juste maintenant, on peut calculer un indice. Donc, la sensation, on peut prédire la sensation thermique qu'auraient les travailleurs dans un bureau, par exemple, dans une situation de confort ou d'inconfort. Donc, si on doit leur demander de voter sur une échelle de -3 très froid, +3 très chaud, eh bien, on peut prédire quel serait le vote moyen de cette personne. Et aussi le pourcentage de personnes insatisfaites. Et donc, je dis toujours aux conseils de prévention que je forme que cet indice de PMV-PD est plus important que le WBGT parce que dans 95% des cas, on est face à de l'inconfort. Et l'inconfort, finalement, il est important aussi de le traiter pour un meilleur être, un bien-être au travail et également pour limiter aussi un aspect des facteurs psychosociaux sur les conditions de vie au travail. Donc, par exemple, si vous avez ici un PMV de 2, vous voyez ici un PMV de 2, ça veut dire que si on avait demandé aux travailleurs leur sensation thermique, ils auraient dit qu'il fait chaud. Et on peut s'attendre à, regardez la courbe, 75% de plaintes. Et donc, ça permet d'objectiver des plaintes, d'inconfort, mais également de trouver des solutions. Pourquoi est-ce qu'on est à 2? Parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il y a trop d'humidité, par exemple. Et donc, en changeant les paramètres, on peut essayer d'estimer les mesures de prévention pour arriver à PMV de 0, d'accord, qui fait ni chaud ni froid. On est dans une zone de confort. Remarquez que à 0, on a quand même 5% de plaintes. Dans l'inconfort, c'est très subjectif l'inconfort. On n'est pas tous habillés de la même manière, par exemple, et donc on n'arrivera jamais à contenter 100% des travailleurs au niveau de l'inconfort par rapport à ça. Ces limites d'inconfort thermique, ce n'est pas dans la réglementation. Dans la réglementation, donc c'est ce qu'on appelle le Code du bien-être au travail en Belgique, on a un livre 5 consacré aux agents physiques et le titre premier consacré aux ambiances thermiques de travail. Eh bien, on demande d'analyser les risques sur base de 6 paramètres. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Et sur base de ces paramètres-là, qu'on va évaluer et éventuellement mesurer de manière plus précise, on va déterminer des mesures de prévention sur base de l'analyse des risques. Il y a des valeurs limites dans ce code du bien-être. Donc, dans le code du bien-être, toutes les valeurs limites qu'on a placées, c'est pour protéger la santé des travailleurs. Donc, pas l'inconfort, mais la santé des travailleurs. Donc, l'hypothermie pour l'exposition au froid ou l'hyperthermie pour l'exposition à la chaleur. Donc ici, ces valeurs-là viennent de normes américaines qui disent que pour un travail léger, moyen lourd, très lourd, on a une température de l'air qui ne devrait pas être en dessous de cette valeur-là. Si on est en dessous de ces valeurs-là, eh bien, on ne dit pas qu'il ne faut pas travailler, mais on doit prendre des mesures de prévention qu'on va voir dans un instant. Pour l'exposition à la chaleur, cette fois-ci pour l'hyperthermie, c'est l'indice de contrainte thermique WBGT que je vais expliquer après la réglementation, qui est un indice de contrainte thermique qui tient compte de la température, mais aussi de l'humidité et du rayonnement thermique. Donc, il tient compte de plusieurs paramètres climatiques. Et alors, c'est vrai que depuis 40 ans, c'est mis dans la loi belge, ce WBGT, et encore maintenant, des gens confondent ce WBGT avec la température de l'air. Donc, le WBGT est une norme, et on a pris les valeurs de la norme en fonction du type de travail. Et plus le travail est lourd, plus on produit de la chaleur, naturellement, moins la contrainte thermique climatique doit être importante. C'est pour ça que le chiffre est plus bas, 18 pour un travail très lourd, 29 pour un travail léger. Alors, lorsqu'on dépasse ces valeurs d'action,
donc soit plus bas pour le froid, soit plus élevé pour le WBGT, on doit prendre des mesures de prévention. Donc, on doit agir sur les paramètres climatiques, réduire la température, capter les vapeurs d'eau pour réduire l'humidité, réduire la charge de travail physique, limiter la durée et l'intensité de l'exposition, donc c'est les temps de travail et temps de repos. Hein, ouais, on répond à une des premières questions que beaucoup de gens se posent dans l'entreprise. Quand on dépasse ces valeurs limites, on doit faire des pauses fréquentes. On doit aussi mettre à disposition des boissons sans frais. Ça répond à la deuxième question par rapport aux entreprises. On a les valeurs limites et quand on dépasse ces valeurs limites, on doit donner à boire régulièrement aux travailleurs et on doit faire des pauses. Il y a un truc qui m'a intéressé tantôt parce que ce qui a été dit, c'est que l'adaptation des horaires. Eh bien, par exemple, quand il y a une canicule en Belgique, on pourrait décaler les horaires de travail. Au lieu de faire 8-4 pour les gens de la construction, par exemple, à l'extérieur, on pourrait faire du 6-2, de commencer à 6 heures du matin dans les heures plus fraîches et finir à 2 heures de l'après-midi. Quand il y a une canicule en Belgique, qu'est-ce qui se passe souvent? On téléphone au SPF Emploi, on demande à un spécialiste, c'est moi qui réponds, et on me demande, on a une canicule, j'ai très bien exposé à la chaleur, qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je leur réponds toujours, votre travailleur, il travaille dehors, il me dit oui, qu'est-ce que vous allez faire en hiver, quand il va geler? Parce que le temps que j'explique tout ce que je vous explique maintenant, que j'explique la réglementation, qu'on fasse des mesurages éventuellement, qu'on détermine quelle boisson donner, qu'on détermine les mesures de prévention, il pleut chez nous en Belgique. Peut-être pas dans le sud de l'Europe, mais chez nous, les canicules ne durent pas longtemps. Et donc, en fait, un plan canicule, ça se prépare quelque part. C'est pas quand il y a canicule qu'on se dit c'est quoi une canicule, qu'est-ce que je donne, j'adapte les horaires, ça ne s'improvise pas. Parce qu'adapter les horaires à la construction, mais il faut aussi que tout le monde adapte les horaires, aussi les sous-traitants par exemple. Et donc, quand on est en été, on a aussi des plans hiver, il faut préparer aussi qu'est-ce qu'on va donner comme boisson, comme vêtements par rapport à ça. Donc on n'improvise pas la prévention, on doit faire des plans de prévention, c'est ce que je dis toujours au conseil prévention. Alors, si on veut des temps de travail, temps de repos, les normes que je vais présenter par après, la norme WBGT et PHS, permettent de calculer le temps de travail, temps de repos. Mais en général, dans les entreprises, on trouve ça trop compliqué, ces normes, parce que d'abord, elles sont payantes et elles sont assez complexes à lire, je trouve aussi. Et donc, on va demander l'avis du médecin du travail parce qu'on n'a pas envie de lire les normes, et le médecin du travail va lire les normes. On pourrait faire des conventions collectives de travail. Je crois que je n'en ai jamais vu passer dans ma vie dedans. Je trouve ça un peu dommage que, par exemple, dans la construction, toutes les entreprises, chaque conseil professionnel de chaque entreprise doit définir c'est quoi une canicule, qu'est-ce que je mets dans mon plan canicule, quelle boisson je dois mettre. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne fasse pas une convention collective de travail qui porte aussi sur ce plan canicule pour que tous les entreprises du même secteur puissent avoir les mêmes mesures de prévention et ça faciliterait la vie, je pense, des entreprises. Et puis, si on n'aime pas tout ça, on a un tableau qui revient du WBGT, qui est un tableau très simple avec 2 lignes et qui, pour moi, est plutôt une solution simpliste avec 45 minutes de temps de travail et 15 minutes de temps de repos, ou 30 minutes de temps de travail, 30 minutes de repos. J'espère que ça va faire peur aux employeurs qui vont dire je ne vais pas faire ça, donc je vais réfléchir et utiliser les normes WBGT et PHS, c'est réfléchir correctement à organiser le travail au mieux pour le temps de travail et le temps de repos. Alors, d'habitude, dans le code du bien-être, on arrête là, mais ici, pour les ambiances thermiques, les partenaires sociaux ont trouvé intéressant de reprendre des conseils qu'on donnait depuis 30 ans dans l'ancienne réglementation, hein, sur dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place avant de faire l'analyse des risques s'il fait froid de manière excessive d'origine technologique ou de chaleur excessive d'origine technologique, c'est-à-dire que pendant 12 mois par an, il y a de la chaleur, il y a des fours par exemple, ou il y a des chambres frigorifiques, ou bien alors des mesures en cas de froid excessif ou de chaleur excessive d'origine climatique, c'est plutôt ponctuel en hiver ou en été quand il y a une canicule, et on reprend des mesures. Donc je ne vous ai pas pris toutes les mesures, c'est ce genre de choses qu'on dit, il faudrait peut-être des ventilateurs, il faudrait peut-être ça, il faudrait peut-être ça, on met des boissons, donc on donne des conseils pratiques par rapport à ça. Donc je donne 2-3 exemples, mais comme je dis que je n'ai que 20 minutes, je vais vous passer ça, mais vous avez les dias pour lire un peu ce qui est dans le code du bien-être. Après, naturellement, quand on dépasse les valeurs limites, on est soumis à la séance de la santé, donc on voit régulièrement le médecin du travail, lorsqu'on travaille régulièrement à des températures en dessous de 8 degrés, ou lorsqu'on dépasse les valeurs WBGT. On doit informer et former les travailleurs sur tous les risques, puisque c'est eux qui travaillent à l'extérieur. Et maintenant, j'explique un peu ce qu'est le WBGT en 2-3 mots. Donc, c'est un indice de contrainte thermique qui va permettre de globaliser différents paramètres climatiques. Et on est d'accord que le WBGT ne convient pas du tout pour les ambiances de confort thermique ou d'inconfort thermique, je vais vous le prouver par après. Et il n'y a aucun indice de contrainte thermique qui permet de prévenir la situation d'un travailleur qui doit s'habiller comme ça pour intervenir 15 minutes devant un four. Il y a tellement de différences individuelles qu'il faut pratiquement avoir l'avis du médecin du travail, pour, en pratique même surveiller
pendant l'opération de la personne, pendant le travail de la personne, sa fréquence cardiaque, sa température centrale, pour éviter qu'il ait un problème de santé. Donc, pour les expositions de très courte durée et très intenses, il n'y a aucun modèle mathématique qui permet de prédire le temps de travail et le temps de repos avant d'avoir un risque pour la santé. Alors, ce petit diagramme pour vous montrer que le WBGT n'est pas la température de l'air, même si beaucoup de gens confondent avec les deux. Prenons un bureau en été, il fait 30 degrés. Il n'y a pas de rayonnement thermique, TG, température du globe noir est de 30 degrés, l'humidité relative est de 30%, et le WBGT est de 22,2. Donc le 22,2, ce n'est pas 30. Donc le WBGT n'est pas la température de l'air. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette diagramme. Alors, si on veut savoir ce qu'est le WBGT, voici par exemple un tableau qui reprend pour l'humidité relative et la température de l'air les valeurs WBGT. Et si vous regardez que pour un travail léger, donc un travail de bureau, niveau physique, bien entendu, la valeur limite de WBGT est de 29. Pour atteindre 29 dans un bureau, il me faudrait 40 degrés et 25% d'humidité relative. 40 degrés dans un bureau, c'est plus pour moi un bureau, hein, d'accord? Ou bien il faudrait, si on prend un autre exemple, il me faudrait par exemple 33 degrés et 65% d'humidité relative pour avoir 29 WBGT. Donc, quand je vous dis que dans les bureaux, normalement, on ne va jamais dépasser les valeurs limites de WBGT, qu'il n'y aura jamais de contrainte thermique, donc d'hyperthermie. Maintenant, le futur, je ne le connais pas, parce que les vagues de canicule vont augmenter, vont être plus intenses, mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, on dépasse très rarement ces 29 de WBGT pour un travail léger. Bien sûr, le tableau qui est mis là, c'est pour un tableau, quand il n'y a pas de rayonnement thermique, il n'y a pas de courant d'air. S'il y a du rayonnement thermique, il faut prendre un autre tableau, puisqu'il y a 4 paramètres qui interviennent dans le calcul du WBGT. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer? On a des appareils qui mesurent le WBGT. Je n'aime pas trop ces appareils-là. Donc, les vendeurs m'en veulent un petit peu parce que je n'aime pas cet appareil-là. Mais ça vous montre qu'on mesure différents indices. Pourquoi je n'aime pas ces appareils-là? Parce que quand on mesure le WBGT, on peut juste le comparer à la valeur limite de la loi. Mais si je veux savoir pourquoi je dépasse, je ne le sais pas. Est-ce que je dépasse parce qu'il y a trop de rayonnement, trop de température, trop d'humidité? Je ne le sais pas, premièrement. Et si les appareils affichaient, les appareils, on va dire les paramètres climatiques séparés, alors on peut les noter. Et deuxièmement, si vous avez le WBGT, vous ne pouvez pas calculer le PMV-PPD. Donc, si vous ne dépassez pas le WBGT, vous avez 27 alors que c'est 29 la valeur limite. Le 27 ne nous permet pas de savoir si le confort est important ou l'inconfort est important ou n'est pas important. Donc, je conseille toujours à tout le monde de mesurer les 6 paramètres, de calculer ensuite les indices de PMV-PPD, de WBGT par rapport à ça. D'accord? Et alors, après, de savoir sur quels paramètres je dois agir pour diminuer ça. Le temps passe vite. Vous avez des programmes, le WGT est utilisé dans beaucoup de pays comme valeur limite pour la réglementation à la chaleur. Donc, vous avez des programmes en anglais pour calculer le WGT, vous les avez en néerlandais, vous les avez en québécois, vous les avez en belge. Donc, il y a un site qui reprend tout ça, qui vous permet de calculer tous ces indices. Alors, dans la norme WBGT, on peut avoir des valeurs limites qui dépendent du temps de travail, temps de repos. Si vous travaillez 8 heures en continu, ou bien si vous travaillez 50% temps de travail et 50% de temps de repos sur une heure, 30 minutes, on a des valeurs différentes. Et donc, au niveau américain, il parle de 2 valeurs limites, une valeur limite action, une valeur limite maximum. Et en fait, c'est pour les sujets acclimatés et non acclimatés. Pour vous résumer les choses, quelqu'un qui est acclimaté va transpirer plus vite et plus tôt. Donc, quelqu'un qui est acclimaté à la chaleur, il va mieux réguler sa température, donc il va transpirer plus et plus vite. Mais l'acclimatement demande 10 ou 15 jours d'exposition aux mêmes conditions climatiques et on le perd très vite, cet acclimatement. On part quelques jours en congé, on l'a perdu. Donc, dans la réglementation belge, pour limiter, pour éviter et protéger tous les travailleurs, qu'ils soient acclimatés ou pas, on s'est basé sur les valeurs limites de la norme ISO 7933 pour les personnes non acclimatées. Et donc, vous avez des programmes comme ceci. Par exemple, vous rentrez la valeur de la charge de travail, un travail lourd, par exemple, de 400 watts, avec un WGT de 29, une contrainte thermique importante. Vous rentrez que la personne va se reposer. Donc, elle va se reposer, elle va s'asseoir, ça va être 100 watts de métabolisme de travail. Et elle va être dans une zone de repos, 22. Et donc, vous avez des programmes qui vous calculent le temps de travail et le temps de repos. Et donc, vous avez 22. Donc, on peut calculer de manière plus précise que les fameux tableaux de 2 lignes, le temps de travail et le temps de repos. Et pour terminer, on a le NEC plus Ultra. C'est un modèle qui a été créé ici en Belgique, mais avec 8 laboratoires européens. Donc, c'était mon ancien patron, le professeur Jacques Malcher et moi-même, qui avons développé toute une norme
C'est archi complexe. Je pense que s'il y a 10 personnes au monde qui comprennent ce qu'il y a dedans, c'est beaucoup. Je crois que moi, si je devais me replonger dedans 20 ans après, il me faudrait des mois et des mois pour comprendre ce qu'on a écrit. Mais c'est ce qui prédit le mieux les échanges thermiques, parce qu'on calcule de manière physiologique tous les échanges thermiques dans ce bilan thermique par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on sort de ce modèle PHS? On va prédire l'évolution de la sudation, donc de la transpiration, et la prédiction de la température du corps. Et donc, on sait que la limite physiologique, c'est 5% du poids corporel. On ne pourra pas être déshydraté plus de 5% du poids corporel et pas dépasser plus de 38 degrés de température centrale. Je vous montre le graphique. Vous voyez ici sur le graphique la courbe en bleu. Vous avez 2 heures de travail, une demi-heure de repos. Et on voit qu'il monte d'abord très fort parce qu'on ne transpire pas directement quand on commence à faire un effort physique. Il faut un certain temps que le corps se mette en route pour pouvoir commencer à transpirer et évacuer la chaleur. Et puis après, on voit que ça monte moins vite, mais ça monte toujours. Ça veut dire qu'on transpire à fond, 1 litre par heure, mais ce n'est pas suffisant parce que la contrainte est trop importante et on va atteindre 38 degrés. Et simplement, la courbe en rouge, c'est le même travail, c'est la même condition de travail, c'est les mêmes températures, tout est pareil, sauf que au lieu de faire 2 heures de travail, une demi-heure de repos, on met des pauses courtes et fréquentes, 10 minutes tous les 40 minutes. Et donc, en organisant mieux les pauses de travail, on arrive à réduire la pénibilité et la contrainte thermique. Donc, je trouve ça nettement plus performant que le WGT ou que le tableau qu'on a mis dans le code du bien-être pour pouvoir prédire temps de travail, temps de repos. Et aussi, on peut prédire naturellement la sudation. Vous voyez qu'on n'est pas déshydraté après 2 heures. Hein, si on fait 80 kg, 5%, ça fait 4 litres. Donc, on perd 1 litre par heure. Donc, il faudrait 4-5 heures d'exposition à la chaleur pour être déshydraté, être à sec. Et si on est à sec, on ne sait plus transpirer, donc on ne sait plus se refroidir. Et notre température va monter en flèche et on fera de l'hyperthermie. Et pour terminer, c'est ma dernière dia. Vous voyez que pourquoi c'est un peu compliqué de faire la prévention. Parce que quand on fait la prévention sur les urgences thermiques, on doit jouer sur tous les paramètres. Ici, vous avez 6 paramètres assez contraignants. Il ne peut travailler que 25 minutes, parce qu'il va atteindre 38 degrés après 25 minutes. Vous réduisez le rayonnement thermique, on ne gagne pas grand-chose, 28. On joue, on ventile, mais on ventile de l'air plus chaud. Donc, on va augmenter l'échange thermique, mais de manière néfaste, puisqu'on va réchauffer le corps, c'est 24. On joue sur 2 paramètres, on a doublé le temps de travail. Et en fait, la dernière colonne, vous voyez qu'il faut jouer un peu sur tout pour réduire la contrainte thermique, jouer sur la température, l'humidité, le rayonnement, la vitesse de l'air, réduire la charge de travail physique pour pouvoir avoir des situations confortables. Donc, en gros, en résumé de tout ce que je viens de raconter, on a mis dans la réglementation un indice WGT qui est très simple, de contrainte thermique que tout le monde utilise dans le monde entier. Dans 95% des cas, quand on va faire des mesurages, on sera en dessous de la valeur limite. Et donc, on sera dans un système d'inconfort thermique. Et vous avez le PMV-BPD qui vous donnera l'amplitude de cet inconfort, au froid ou à la chaleur. Et dans les quelques pourcentages de cas où on va dépasser WGT, on est dans la contrainte thermique. Comment est-ce qu'on doit organiser le travail? Eh bien, il faut utiliser le modèle PHS pour savoir un peu comment on va organiser le temps de travail et le temps de repos. Merci. Thank you a lot for the presentation. We ran out of time, but I think we can all stay for a little longer just for a short Q&A. I'm going to invite all the speakers here. And I would like to ask the audience for the questions. There is one question in the back. Yes. Yes. First, the lady in the back, and then. C'est bon, j'ai un micro. Pardon. Yeah. Merci pour les 3 présentations. J'ai une question qui concerne la dernière présentation. Est-ce que la situation de grossesse affecte les différents indicateurs dont vous avez parlé, là, le modèle PHS, la mesure WGT ou la mesure de la charge de travail? Est-ce qu'on sait scientifiquement si ça affecte la façon dont fonctionne le corps et si oui, est-ce que c'est pris en compte dans ces éléments de mesure? Donc, je ne sais pas si on m'entend, c'est une note vert.
Voilà, vous m'entendez mieux maintenant, voilà. En fait, les conditions climatiques sont les mêmes que ce soit un homme ou une femme, quel que soit l'individu. C'est la réponse physiologique qui va être différente par rapport à ça. Donc, normalement, d'après les normes, ça va protéger l'ensemble des travailleurs. Là, je ne suis pas médecin. Pour une femme enceinte, je ne sais pas exactement vous dire ce que ça va entraîner ou pas par rapport à ça. Ce que je peux vous dire, c'est que la charge de travail est différente pour un homme ou pour une femme par rapport à ça. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'augmentation de la température du corps. Et quand on a, c'était assez vite, mais quand on parle de métabolisme de travail, si on doit faire le même travail, aussi bien l'homme que la femme, ils vont développer la même énergie pour porter un sac, par exemple, de 40 kilos. Et donc, ils auront la même quantité de chaleur à évacuer de leur corps par rapport à ça. D'accord? Donc, ça veut dire que la contrainte thermique sera la même pour l'homme que pour la femme. Ok. Donc, parfois, les gens confondent un peu le léger, moyen lourd, très lourd des ambiances thermiques avec léger, moyen lourd, très lourd. Est-ce que la personne est apte à faire son travail là? Et donc là, quand on veut savoir si la personne en ergonomie, je vais dire, ou pour un médecin du travail, si la personne est apte ou pas apte, est-ce qu'on est capable de faire son travail pendant 8 heures, de porter un sac de 40 kilos, par exemple? Eh bien là, on doit travailler en relatif. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est 400 watts pour porter un sac, et la capacité maximale de travail de la personne, c'est 1500 watts. Et donc, on sait qu'on est capable de faire le tiers de son maximum pendant 8 heures. Et donc là, une femme sera moins une capacité, en moyenne, hein, je parle de moyenne, une capacité maximale de travail moins élevée que l'homme. Et là, peut-être qu'elle est capable de porter une fois le sac. L'homme pourra capable de le porter 8 heures parce qu'il a une plus grande capacité maximale de travail, mais en ergonomie, donc je veux dire en relatif, la femme ne sera pas capable de faire ça pendant 8 heures. Elle aura des problèmes musculaires, des problèmes cardiaques par rapport à ça. Mais en ambiance thermique, ce qui nous intéresse, c'est l'énergie qu'il faut évacuer du corps. Et semble-t-il, d'après les normes, l'énergie évacuée du corps pour un homme ou une femme est la même par rapport à ça. Maintenant, je ne suis pas médecin, je suis ingénieur au départ, hein, donc il y a peut-être des différences physiologiques quand une femme est enceinte. Donc, il veut répondre. We have Dr. Opperman also wants to respond, and maybe Ms. Shepherd? Oui. Yeah. Okay. So first, Dr. Opperman. Okay, hi. Just a quick response because I'm also not a medical doctor. Just to say that when you're pregnant, your body surface area changes. So this changes your ability to release heat or into the atmosphere. So it does have an impact. Exactly what impact, I don't know, but there is research on it out there. There's in the last couple of years, there's been a few publications on pregnancy and heat stress risk. The other thing I would say is that for women in general, when you're not pregnant, you can be more at risk of heat stress in the luteal phase of your period cycle. So because your core temperature goes up by 0.5 degree on average. So you're already more vulnerable to heat in that condition. And Mrs. Shepherd, please. Puis là, oui. Oui, ce que je voudrais simplement dire, c'est que moi, j'ai cru comprendre que sur le plan du métabolisme des femmes et des hommes à la chaleur ou à la température d'une manière générale, froide ou chaude, il y a des différences. Mais il y a un médecin là qui pourra répondre, parler mieux que moi. Il y a des différences liées au système hormonal et à d'autres données physiologiques que je ne connais pas. Et déjà, même quand il n'y a pas de chaleur et quand la femme n'est pas enceinte, il y a des différences dans la capacité musculaire, etc. Donc, a priori, en situation de forte chaleur, de fort froid, effectivement, sur le plan des capacités physiques de travail, on ne peut pas demander aux femmes et aux hommes de faire la même chose, ou quand on le demande, nous, on a fait tout un travail de recherche, une thèse pour comprendre pourquoi les factrices étaient plus absentes que les facteurs à la poste en France. Une des premières grandes raisons, c'est l'inadaptation des dispositifs de travail, du port de charge, de la hauteur des matériels, des vélos, de tout ce qu'on veut. Donc, c'est pourquoi le corps des femmes et des hommes n'est pas le même. Les tâches qu'on leur confie, d'ailleurs, on s'apercevait que les facteurs et les factrices ne faisaient pas exactement la même chose. Donc, cette analyse différenciée selon le sexe biologique, selon le genre social, elle est importante, nous semble-t-il, à faire. Mais des réponses de médecins sont les bienvenues. Yes, please. Doctor. Can I speak? Yeah, well, I'm a medical doctor and I'm a gynecologist. I'm not a specialist of pregnancy, but what I would like to insist on is
that what is really harmful in heat for pregnant women is for the fetus. Je peux switcher en anglais, en français, dire que le risque, et c'est bien que vous ayez souligné la femme enceinte et que vous ayez posé cette question, parce que j'en profite quand même pour dire que maintenant, on a énormément de preuves vraiment robustes scientifiquement. Il y a beaucoup d'articles qui nous viennent d'Australie, mais un petit peu de partout, surtout des pays où il fait très chaud, sur les effets délétères, les effets néfastes sur le fœtus, avec des retards de croissance, des accouchements prématurés, des fausses couches. Donc, c'est bien d'insister aussi sur le fait que les femmes enceintes doivent être vraiment protégées d'une chaleur excessive. Et vous avez montré, Madame Chappert, le seuil à 28 degrés des Suisses. Bon, pourquoi pas, il n'y a pas de seuil vraiment, mais il faut éviter la chaleur chez les femmes enceintes. Et le métabolisme est effectivement différent entre la femme et l'homme. Et simplement dire, parce que, le fait d'être plus sensible, ce qui est le cas des femmes, peut être un facteur de protection aussi. Et pas un facteur de risque, Oui. parce qu'elles vont plus se protéger. Mm. Et donc ça, c'est intéressant quand même de l'analyser. Donc je suis assez d'accord pour dire que c'est plus... elles sont de très bonnes sentinelles au plan confort thermique, les femmes, et donc il faut les écouter. Et elles vont plus se protéger que les hommes, très probablement. Voilà, c'était vraiment tout ce que je voulais dire. Et aussi insister sur l'âge à partir de 45 ans. La physiologie, elle n'est pas la même. Et justement, chez les personnes très âgées, le problème, c'est le manque de sensibilité. On voit souvent des grands-mères très, très âgées avec des gros pulls en plein été, en pleine canicule. C'est parce qu'elles ressentent moins bien la température extérieure. Et ça, c'est pas un facteur, justement, c'est un facteur de risque supplémentaire. Thank you. There was a question in the front from, yes, you have a microphone. Okay, Yeah, please. Thanks. Yes, it works. I have a question for the last and pre-last presentation. So when you assess whether a job is very heavy, do you take also into account whether in that workplace there is algorithmic management? I mean, because just to mention one example, typical warehouse, Amazon, the workload is so intense, it's decided by the algorithm. People basically don't even have time to go to toilet. They don't have time to drink. And so how can they then react and do prevention during heat wave? So I want to know whether algorithmic management is one element you consider when assessing the workloads in a certain workplace. Donc, en fait, pour se protéger contre les vagues de chaleur, on lit toujours dans les journaux, il faut boire régulièrement pour ne pas être déshydraté. Donc, pas boire en fin de journée 2 litres, mais boire un petit peu tout le temps par rapport à ça. Et donc, on dit ça aux personnes âgées, aux enfants aussi, de les faire boire plus que ce qu'ils ont envie de boire. Et deuxièmement, il faut faire des pauses courtes et fréquentes. Donc, 10 minutes toutes les heures, par exemple, il faut faire des courtes pauses et fréquentes de manière à pouvoir récupérer de l'impact de la chaleur. Par rapport à ce que vous dites sur l'algorithme et tout ça, je pense qu'on sait mesurer la charge de travail globale du corps. On mesure ça assez facilement avec des mesures de fréquence cardiaque sur le corps et on peut déterminer de manière globale par rapport à ça. Le problème, par rapport à ce que vous dites, comme ce type de situation par l'algorithme qu'on ne sait pas récupérer, j'ai l'impression que ça, on peut donc mesurer la charge de travail globale, mais le problème, c'est surtout les troubles musculo-squelettiques, où là, on va avoir des mouvements très répétitifs et que la fréquence cardiaque ne va pas mesurer. Ce n'est pas une charge globale du corps de charge de travail, c'est une sollicitation, une hyper-sollicitation des membres supérieurs, par exemple, ou du dos ou des jambes, qui va créer des problèmes articulaires, des problèmes musculo-squelettiques. Donc, j'ai envie de dire que ce que vous dites là, l'algorithme, tout ça, j'ai l'impression que ça aura plus un impact sur les articulations, sur les troubles musculo-squelettiques et peut-être moins sur l'impact global. Maintenant, je ne sais pas, je ne connais pas le travail par rapport à ça. Donc, les micro-pauses qu'on pouvait faire et qu'on ne sait plus faire à cause des algorithmes permettaient de récupérer au niveau de l'articulaire et tout ça. Maintenant, sur la charge globale du corps, je pense qu'il faut des pauses plus longues que quelques secondes, quelques microsecondes ou une ou 2 minutes. Il faut des pauses plus longues pour récupérer de cette charge thermique et cette contrainte de travail global. C'est comme ça que je pourrais répondre. Chappell? No? Oh, non. Okay, then one more question and I think we can finish. Oui, par rapport
dernière intervention à l'acclimatation, puisque le système américain prévoit une acclimatation pour différents types de personnes qui travaillent. Moi, on a une interrogation, et quand on travaille avec, c'est pas les égoutiers, c'est ceux qui interviennent sur le réseau d'eau sanitaire, en souterrain en général. Et ce qui se passe, on a eu quelques accidents, dont mortels, accidents cardiaques en période de chaleur. Alors qu'en intervention en souterrain, dans les égouts en général, ou dans l'usine de traitement d'eau potable, quand on descend sous terre, il fait frais. Quand on remonte, puisqu'on a un temps d'intervention limité, sous terre, on remonte, on redescend, on remonte. Et au bout d'une demi-journée, c'est là où il y a l'accident cardiaque qui peut survenir. Donc, la question d'acclimatation, c'est est-ce qu'on laisse continuer à travailler quand il y a canicule ces personnes-là, parce que leur poste est stratégique, puisque si on ne nettoie pas les canalisations, il n'y a pas d'eau potable, donc tout le monde est concerné. Et une petite information, ça c'est ma question, j'ai quand même une petite information à communiquer à tout le monde, puisque Veolia étant une entreprise internationale, la semaine dernière, on a posé un droit d'alerte, un signalement sur présence d'amiante et de plomb dans les canalisations qui sont traitées par les salariés qui font le traitement des canalisations. Donc, tout le monde est quasiment concerné, puisque je dis ça, parce que quand il fait chaud, la structure des canalisations, il y a un effritement beaucoup plus important des canalisations. Donc, il suffit qu'il y a effleurement des parois par les salariés avec leurs outils. Donc, il y a des fragments de plomb et d'amiante qui se baladent dans les eaux. Je dis ça parce que tout à l'heure, on parlait de transition énergétique et ça en fait partie aussi de comment on arrange nos canalisations qui ont parfois plus de 50 ans. Je vais d'abord répondre à la première question. Pour l'amiante, je laisserai répondre d'autres personnes. Mais la première question, il y a deux questions pour moi. En fait, j'étais vite, mais la contrainte thermique, c'est pas uniquement quand il y a canicule, quoi. On peut avoir une contrainte thermique à 15 degrés, température de l'air, parce que si la charge physique est tellement importante, tellement lourde, qu'on peut avoir une contrainte thermique. Le WBGT est aussi opérationnel. Par exemple, des gens qui courent le marathon, ben, quand ils ont fini la course du marathon, même s'il fait 10 degrés à l'extérieur, ils vont avoir 40 degrés de température centrale. Donc, le coup de chaleur, l'hyperthermie peut arriver à des températures plus basses que des 30-35 degrés. Ça, c'est la première chose. Et pour l'acclimatation, en fait, on s'est basé sur des données allemandes, des gens qui travaillent dans les mines. Et donc, ils disaient, mais nous, on peut supporter plus que la valeur limite qui est imposée pour des gens non acclimatés, parce que tous les jours, on descend dans la mine à 1000 mètres sous terre. J'y suis allé, il y a 30 degrés, il y a 80% d'humidité relative, donc ils sont habitués et ils transpirent plus que ça. Donc, ils supportent mieux la chaleur parce qu'ils transpirent plus par rapport à ça. Mais on s'est rendu compte également que quand ils remontaient, qu'ils partaient une semaine en vacances, ils revenaient à zéro. Donc, cet acclimatement ne le garde pas. Donc, si votre personne qui a eu malheureusement un accident était partie en vacances quelques jours avant, quand il revient dans les mêmes conditions de travail, l'effet de l'acclimatement est perdu par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on a mis des règles pour protéger tous les travailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on a des valeurs limites pour protéger tous les travailleurs. Et c'est aussi pour ça qu'on met une valeur de 38 degrés dans le modèle PHS, parce que si on protège à 38 degrés, on sait que certaines personnes vont atteindre 39 et encore un nombre plus restreint vont atteindre 40 degrés et faire de l'hyperthermie. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on met des protections pour protéger l'ensemble des travailleurs. Maintenant, voilà, l'ensemble, la plupart, il y a toujours des cas exceptionnels par rapport à ça, quoi. Et peut-être que la charge thermique, je vais dire, plus la contrainte physique, les deux ensemble, peuvent entraîner des crises cardiaques. J'avais vu des chiffres sur les pompiers, par exemple. On n'a pas de statistiques sur les pompiers en Europe, semble-t-il, mais j'avais essayé de regarder aux États-Unis avant le 11 novembre, le 11 septembre, pardon. Et là, la moitié des pompiers qui mouraient, c'était après l'intervention, c'était une crise cardiaque. Parce que forcément, il y a un effort physique très important, même si c'est court durée, et une contrainte thermique en plus au niveau du cœur. If there is no other questions, I will, yes, please. Sí, un comentario en relación a la intervención de Espel. Hablabas del dato español, de la afección que en España habíamos tenido durante el calor. Hacías mención de un dato del 2,7. El dato no
no está muy actualizado, pero bueno, te lo digo porque en esa relación el año pasado tuvimos 12 accidentes mortales relacionados con golpes de calor. En este momento tenemos regulado a través de un Real Decreto del actual gobierno la situación en cuanto a olas de calor. Estamos hablando de alertas meteorológicas, naranjas o rojas, en función de la temperatura. Eso está bien, pero ahora viene el invierno, que no está regulado. Tenemos regulado el trabajo en interior, pero en exterior. Y evidentemente vamos a tener el mismo problema con el calor, pero en la parte evidentemente inversa, que es el frío. Con lo cual, el escenario climático es una realidad, está aquí. Más tiempo de verano, más temperatura en verano, pero también en invierno. Y evidentemente vamos a tener que abordar desde ese marco general europeo el regular todos los trabajos en exteriores, independientemente de la condición adversa, o por exceso o por defecto. Evidentemente la condición a proteger es la vida. Cuando hablabas del coste o de la estimación del coste, yo me pregunto cuánto es el coste de la no inversión en esa prevención. Gracias. Si je peux si je peux répondre, ça me fait penser à une question que j'ai eue l'année passée en pleine canicule. Il y a des gens sur les routes qui doivent mettre du macadam, qui est très chaud. Je ne sais pas quelle température, mais c'est très chaud le macadam. Et en plus, pendant la canicule, donc ils se demandaient s'ils devaient travailler ou pas, le travailleur. Enfin, c'est l'employeur qui te posait la question. Mais le temps de répondre à tout ça, j'ai dit, avez-vous fait une analyse des risques en temps normal par rapport à mettre ce macadam, hein, où les travailleurs sont devant le macadam qui sort très chaud, je ne sais pas à combien de degrés il sort, et en même temps, avec la canicule, il faut aussi prévoir ça. Et donc, souvent, on va dire, on va prendre en compte les conditions climatiques pour le macadam, que la route soit bien faite. Donc, s'il gèle trop, on ne mettra pas le macadam. S'il fait trop chaud, on ne mettra pas le macadam. Mais entre les deux, on ne tient pas compte tellement des conditions de travail, du travailleur, finalement, et du risque pour le travailleur. Ça, c'est un peu dommage, quoi. Okay, thanks very much for the question. So just to clarify that 2.72 was the percentage of injuries that were a result of heat rather than deaths per se. And so if you're thinking about what costs are resulting from not preventing, then so one indication of that is the data that I provided, which is the 370 million euros per year for Spain. Of course, there are other costs associated with deaths per se. So when a death occurs, there is a financial cost to that. There is a non-economic cost to that as well. There are various ways of calculating this, and I'm not an expert in that area, so I'm afraid I can't tell you what that would mean. But you're right to point out that deaths have a social impact. Regarding going into winter, I'm not an expert on cold acclimatization or cold stress. But of course, the same issues apply. You want to be able to adapt and expect some kind of acclimatization to cold. If you get a cold snap and it sets in quickly, then you have similar issues. I guess the framing of my presentation was around climate change. And so in theory, in an ideal world, we should have the expertise already to deal with cold stress, because in theory, we're moving from a colder to a hotter planet. Whether we have used that expertise that is available, whether it's implemented in particular cases, is an open question, I think. But thank you. Thank you. I think we can end this session and today's presentations. Thank you all for joining our conversation and discussion. We all see you tomorrow morning at 9:30. Yes, thank you.